Bonsoir Christelle. Tom. Alors nous sommes le samedi 24 août 2019. Nous arrivons au 154e site rep. Et bon, le bilan a l'air de s'améliorer. En réalité, c'est un trompe-l'œil, puisque le nombre de munitions, lui, n'a pas franchement diminué. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est ça. On a un peu moins de violations, mais on a quand même plus de munitions. Puisque du 17 au 23 août 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 56 reprises, donc on était à 60 et quelques la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré quand même 112 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc on est à plus que la semaine passée, et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 554 munitions, donc là aussi on est à plus que la semaine dernière. Il faut rajouter les 7 violations et 59 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, dont 30 obus de mortier de 120 et 82 mm. Bon, le bilan humain est un petit peu mieux, puisqu'on a eu seulement 2 soldats blessés cette semaine. 9 habitations endommagées, par contre, ça c'est pas top. Plus 3 durant les dernières 24 heures. Il y a aussi eu une annexe qui a brûlé à Kominternovo et la maison de la culture, qui a aussi été prise pour cible pour la énième fois. La maison de la culture, c'est pas une cible militaire. Le mot culture, c'est pas un gros mot. Comme avec leurs inspirateurs historiques nazis, qui brûlaient les bouquins. Ouais, c'est ça. Ils essaient de cramer la maison de la culture. Voilà. Il y a un parallèle quand même, c'est évident. Ouais. Au niveau bilan côté ukrainien, les pertes hors combat continuent, puisque les RPD respectent, elles, de cesser le feu. Mais malgré ça, l'armée ukrainienne a quand même perdu cette semaine 23 soldats. Ils sont forts quand même, on tire pas, mais ils ont des pertes. C'est quand même extraordinaire. Alors, sur ces 23 pertes, on a 8 morts, 3 suicides, et 5 pour cause de, en gros, violation des règles de sécurité lors de la manipulation des armes. À mon avis, il devait être un petit peu... Je pense que les seules entreprises qui fonctionnent bien encore en Ukraine, c'est les producteurs de spiritueux, c'est-à-dire d'alcool, vodka. Les usines de vodka, et puis au niveau blessés, donc il y en a 15, 8 là aussi pour cause de violation des règles de sécurité lors de la manipulation des armes, 7 qui ont marché sur leur propre mine, enfin 6 qui ont marché sur leur propre mine, et 1 qui a été blessé lors d'explosions visant à simuler un bombardement de l'RPD pour faire du matériel pour le propaganda à Bleitung ukrainien. Donc j'appelle plus ça des médias, moi. Quand on est là... Ouais, ils sont pas très doués, heureusement d'ailleurs. Ouais, non, c'est... Non, nous on tire pas. Je peux te le confirmer. Moi, je suis en contact avec les soldats d'ici. Ils me le confirment. On n'a pas le droit de tirer, pas le droit de répondre. Donc, je peux t'assurer que ça risque pas de venir de chez nous. De nouveau, cette semaine, l'OSCE n'a pas pu faire son travail d'inspection de la zone près de la ligne de contact. L'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE pour les empêcher de voir les pièces d'armement lourd situées près de la ligne de front et des infrastructures ou habitations civiles, ce qui, je le rappelle, est à la fois une violation des accords de Minsk, mais aussi de la Convention de Genève. C'est clair. Ouais. Des groupes mobiles des 305e et 20e bataillons de guerre électronique des forces armées ukrainiennes ont ainsi gêné le travail de l'OSCE à Tchermalik, Bielaya Gora, Ivanopol, Lebedinskoye, Kurachovo, Netailovo, Slavnoye et Opitnaye. On montrera une petite carte. Comme toujours, les observateurs de l'OSCE ont fait atterrir leurs drones pour ne pas les perdre. Merci à eux d'avoir sauvegardé l'argent des contribuables européens. Dans toutes ces zones où l'OSCE a été gêné, comme par hasard, les services de renseignement de l'RPD a détecté des concentrations d'équipements militaires ukrainiens. Une fois de plus, en plus du brouillage, les soldats ukrainiens de la 30e brigade ont tiré à l'arme légère sur un des drones de l'OSCE, près de Parasko-Veyevka, où une compagnie de chars T-80 ukrainiens est cachée sous des filets de camouflage. Pas besoin de se demander ce qu'ils voulaient cacher, Bah oui.
Voilà. Les services de renseignement de l'RPD ont aussi détecté de l'équipement militaire stationné en violation des accords de Minsk près d'habitations et sur le territoire d'infrastructures municipales à Mariupol, Kurdiumovka, Dzержинsk, Kalinovo, Kremenievka, Krasnogorovka, Marinka et Novosielovka 2. Dans le même temps, l'RPD, par contre, elle a laissé un accès illimité à l'OSCE dans la zone de désengagement de Petrovskoye pour que les observateurs puissent réparer une caméra d'observation qui s'y trouve depuis le 13 novembre 2016 pour surveiller l'application du retrait des troupes et du matériel dans cette zone. Donc, bon, j'ai pas besoin de demander qui est-ce qui a dû péter la caméra. Oh bah, bombardement ukrainien, hein, comme d'habitude. Comme ils ont fait aussi avec celles qui sont installées au niveau de la station d'épuration de Donetsk. Ils passent leur temps à tirer dessus. Donc, ils ont peut-être un sniper spécialisé dans la destruction des caméras, hein, d'ailleurs. Oh non, ils se font même pas chier, ils tirent au lance-grenade sur les machins, ça suffit. Ah oui. Il suffit quelques éclats qui atterrissent à proximité, enfin qui atterrissent dessus, puis c'est fini, la caméra elle est morte. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors comme je le disais, vu que nos soldats ne répondent pas aux tirs, aux provocations de l'armée ukrainienne, et puis vu que quand même ça commence à gigoter un peu dans les deux neurones qui restent à l'ensemble des autorités ukrainiennes, puis vu qu'ils se rendent compte que par la force seule ils n'y arriveront pas non plus, là les occupants ukrainiens reviennent à la tactique de la terreur. Bon, comme ils ne peuvent pas agir sur le territoire de l'RPD pour toucher directement nos soldats, Kiev s'abaisse à des tentatives de chantage et d'intimidation de nos militaires en faisant pression sur leurs proches qui vivent sur le territoire contrôlé par l'Ukraine. Ainsi, rien qu'au mois d'août, l'RPD a reçu des signalements de 48 de ses soldats concernant les actions illégales des forces de sécurité ukrainiennes contre leurs proches. La tactique est assez simple, des officiers du SBU débarquent chez les parents de nos soldats et leur donnent le choix, soit ils persuadent leurs proches qui servent en RPD de passer en territoire sous contrôle ukrainien pour se rendre aux occupants, soit en tant que parents militaires de l'RPD, ils vont avoir des problèmes. Oh, c'est ignoble. Oui, je rappelle que ce genre de méthode, c'est non seulement une violation des lois de l'Ukraine, mais aussi des conventions internationales des droits de l'homme. Non, mais quand je dis que l'Ukraine, c'est un État terroriste, vous appelez ça comment, vous? Moi, je peux pas appeler ça autrement, quand même. C'est quand même magnifique. Et puis, histoire de confirmer que les soi-disant guerriers de la lumière ou libérateurs du Donbass, avec des très gros guillemets, sont pas ce qu'ils prétendent être. On a eu la publication par un ancien député de la Rada, Alexei Jouravko, d'un petit post qui éclaire quand même bien sur ce qu'est l'armée ukrainienne. Il a publié ça le 17 août sur son mur Facebook. Donc on montrera un certain nombre de copies de documents qui viennent des autorités militaires ukrainiennes, c'est des rapports internes, qui montrent que les soldats ukrainiens ne sont pas des défenseurs, mais des criminels armés qui agissent contre leur propre peuple. Donc Jouravko a annoncé en introduction des documents. Les autorités ukrainiennes disent sur tous les plateaux télé et dans tous les médias que nous sommes des libérateurs et non des occupants et que dans le Donbass, les gens viennent à nous avec des fleurs et de la joie, du pain et du sel. Aujourd'hui, j'ai entre les mains des documents très intéressants, un rapport sur les violations commises par les forces armées ukrainiennes contre des civils dans les régions de Donetsk et de Lugansk en 2014 et 2015. Le rapport fait état d'une augmentation du nombre de crimes contre les civils. Donc pour illustrer un petit peu ses propos et puis le contenu complet de ses rapports, Jouravko a mis en avant 4 cas emblématiques. Le premier, c'est le 5 novembre 2014, un soldat de la 79e brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes, le soldat Palamarchuk, qui en état d'ébriété est entré illégalement dans une maison civile, a violé une jeune fille et le père de cette dernière ayant essayé de la protéger, il l'a butée. Ouais. Eh ben... Voilà. Une enquête a été lancée pour homicide volontaire. Par contre, truc très, très marquant, le viol, lui, il n'a pas été compté, tu vois. Ah ouais. C'est intéressant. Je vais y revenir dessus après. Le 16 mars 2015, à Konstantinovka, dans la région de Donetsk, le sergent Karpinets de la 8e brigade des forces armées ukrainiennes conduisait un véhicule de transport de troupes en état d'ébriété et il a heurté 2 piétons qui étaient sur le trottoir. Une petite fille de 7 ans est morte sur place. L'autre personne, une femme de 39 ans, a reçu plusieurs blessures de gravité variable. Suite à ce crime, il y avait eu des manifestations de la population locale
À Konstantinovka, ça avait ça avait bien dégénéré quand même. La population civile s'était quand même bien révoltée, parce que c'était quand même, bien. Non, mais là, c'est vraiment. Le troisième cas, ça a eu lieu le 14 juin 2015. 2 soldats de la 30e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, le soldat Kostin et le soldat Babi, ont quitté sans permission leur position et en état d'ivresse se sont introduits dans une maison où ils ont tué 2 femmes. Une enquête a été lancée pour homicide volontaire. Le 4e cas, le 20 août 2015, 2 soldats de la 53e brigade des forces armées ukrainiennes, le sergent junior Reznikov et le soldat Diatchouk, se rendent dans le village de Novogorodskoye où se trouve leur affectation en taxi. Mais en route, ils se disputent avec le chauffeur et Diatchouk là-bas avec sa Kalachnikov. Pour dissimuler le crime, les 2 soldats cachent le corps dans une zone forestière et abandonnent le taxi dans un champ à 4 km de la route avant de se rendre sur les positions de leur unité. Là aussi, affaire pénale ouverte pour homicide volontaire. Ils sont beaux les libérateurs. Moi, quand je vous dis que vous n'avez pas besoin d'occupants russes, vous avez déjà l'occupant ukrainien. Jouravko a ensuite fourni une traduction en russe des documents, parce que les documents qu'il a publiés sont en ukrainien, qui contiennent des petites statistiques sur les crimes des soi-disant guerriers de la lumière, d'après les données fournies du 14 avril 2014 jusqu'à fin 2015, donc ça ne compte pas les années suivantes. 377 crimes ont été commis par les soldats ukrainiens contre la population civile, dont 147 dans la zone de l'opération dite antiterroriste et 258 dans le reste du pays. C'est bien. Ils sont beaux, vos soldats. Sur les 147 crimes commis dans la zone de l'OAT, on a 20 homicides volontaires, 19 enlèvements ou privations illégales de liberté, 19 vols de véhicules, 16 violations du code de la route, 14 cas de hooliganisme. Alors, ce qu'ils appellent hooliganisme, c'est du vandalisme, etc. 13 violations des règles de manipulation des armes et des munitions, 4 vols, 3 vols qualifiés et 3 tentatives de meurtre. Au total, les soldats ukrainiens auraient tué 60 civils, tant dans la zone de l'OAT que dans le reste du pays. Alors, il faut garder en tête que ces chiffres sont très en dessous de la réalité. Comme je le disais plus haut, les viols ne sont pas comptabilisés. C'est un crime aussi, je le signale quand même. Et en plus, arriver à faire enregistrer sa plainte quand elle concerne des soldats ukrainiens, ça relève du parcours du combattant. Je veux dire, moi j'avais vu des reportages, y compris faits en Ukraine, où des gens expliquaient qu'ils n'ont jamais pu officiellement déposer plainte. La police refusant de l'enregistrer parce qu'il s'agit de soldats ukrainiens. D'accord. Donc, devant ces chiffres qui ne sont manifestement que la partie émergée de l'iceberg, Jouravko n'a pas eu de mots assez durs pour décrire les soldats ukrainiens dans le Donbass. Il a dit, je cite, « Ce sont de vrais pillards, des meurtriers, des brigands, des voleurs, des violeurs, des hooligans. » Ces faits sont encore cachés aux citoyens ukrainiens aujourd'hui, les médias les ignorent, mais la vérité ne peut être cachée. Comme on dit, ce qui est écrit qu'un stylo ne peut pas être brisé par une hache. Je tiens à rappeler que les crimes de guerre sont imprescriptibles. Ces faits et ces documents ont été envoyés au ministre de la Défense Paul Torak, qui est pour moi un criminel de guerre et un assassin de son propre peuple. Je continuerai à publier des informations justes et objectives sur les réseaux sociaux. Ces documents constitueront la preuve de ces crimes terribles lors du procès de ces criminels par un tribunal militaire. Et les principaux criminels sont Turchinov, Poroshenko et les autres partisans de ce régime fasciste qui a été mis en place lors du coup d'État de 2014. Je regrette que les Ukrainiens continuent d'ignorer qui les a gouvernés et ils continuent de le faire aujourd'hui. Lisez ça, répandez la vérité. Nous en avons besoin aujourd'hui, c'est le seul moyen de rétablir la paix en Ukraine. Bon, on va savoir si Zelensky va se saisir de cette opportunité pour faire le ménage et poursuivre les criminels de guerre ou s'il va continuer sur la lancée de son prédécesseur. Si Zelensky fait rien pour juger sérieusement ceux qui ont commis de tels crimes contre la population civile, je pense qu'on aura la preuve définitive que Zelensky n'est qu'un Poroshenko bis sous de nouveaux atours. Ah oui, c'est clair. Et je pense que là-dessus, je suis tombé dans le vrai. Parce que très sincèrement, pour l'instant, je vois rien qui me montrerait que Zelensky a l'intention de faire mieux que son prédécesseur. Si on regarde les accords de Minsk, les discussions pour l'échange des prisonniers, non seulement entre la RPD, RPL et l'Ukraine, mais aussi entre la Russie et l'Ukraine, continuent. Lors de la réunion des groupes de contact à Minsk, le 21 août, la question a été partiellement abordée. La RPD a ainsi annoncé avoir presque terminé les formalités légales, c'est-à-dire l'arrêt des procédures pénales pour pouvoir libérer les prisonniers ukrainiens qui sont sur la liste des personnes à échanger. Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l'homme de la RPD, en a donc informé Tony Frisch, le coordinateur de l'OSCE pour le sous-groupe humanitaire, afin qu'il fasse un rapport en ce sens lors de la réunion du groupe de contact. Mais une fois à Minsk, Kiev a de nouveau saboté le processus. Comme ça.
Hein. J'ai presque envie de dire quand est-ce qu'ils ne le font pas. Oui. Ça ira plus vite de compter ça. Le représentant ukrainien envoyé pour la réunion du 21 août n'était pas prêt, incapable de fournir des informations sur l'avancement des procédures légales engagées contre les prisonniers qui doivent être échangés. Pour rappel, la RPD a 50 prisonniers ukrainiens à remettre, la RPL 19, et l'Ukraine, elle en a 102 de la RPD, 106 de la RPL. Je parlerai après des citoyens russes, puisque la RPD et la RPL ne sont pas les seuls à s'être sérieusement engagés dans cet échange de prisonniers avec l'Ukraine. La Russie aussi, ça c'est une nouveauté par contre. Ainsi, une liste de 35 citoyens russes détenus en Ukraine et 150 Ukrainiens détenus en Russie est en cours de discussion entre les deux pays. Cet accord pour un échange de prisonniers aurait été conclu lors de l'appel téléphonique entre Zelensky et Poutine, qui a eu lieu récemment. D'après Commerçante, les marins ukrainiens capturés lors de l'incident de Kerch seraient inclus dans l'échange. Côté russe, il semble que Maxime Odintsov, Alexandre Baranov et Evgeny Mefedov feraient partie des personnes devant être échangées. Par contre, Kirill Vishinsky n'en ferait pas partie. Il semble que c'est à sa demande, parce qu'il refuse en fait d'être... il veut être blanchi judiciairement. D'accord, oui. Moi, c'est illusoire, mais bon, c'est... Bon. Mais il a en tout cas reçu la visite de la médiatrice russe aux droits de l'homme lors de sa venue en Ukraine pour justement discuter de cet échange de prisonniers. Bon, à mon avis, les discussions promettent d'être longues parce que l'Ukraine, là aussi, sabote le processus. Ils ont modifié la liste. On est passé d'une liste de 35 à une liste de 33, où il n'y avait plus que 12 citoyens russes. On s'est retrouvé avec des citoyens moldaves, des citoyens ukrainiens, des personnes déjà échangées en décembre 2017. D'accord. Bon, donc j'espère que là, la présence de Tatiana Moskalova, la médiatrice russe en Ukraine, va permettre de dénouer ce sac de nœuds. Mais enfin, je pense que ça va pas encore être pour demain l'échange, parce que là, ils essayent encore de nouveau de saboter le truc. Je veux dire, on te donne une liste de 35, tu échanges les 35, tu t'en changes pas 23. Enfin, je veux dire, ça a fait un scandale. Alexandre Kotz, le fameux reporter russe, en a parlé sur sa chaîne Telegram. Il a dit c'est quoi ce délire? Je veux dire, ça c'est n'importe quoi. Donc, on va voir. Puis bon, en plus, l'Ukraine n'a pas l'air d'être prête à faire la fameuse clémence légale, c'est-à-dire l'arrêt des procédures judiciaires contre un certain nombre des citoyens russes. Ce qui veut dire, oui, ils seront exfiltrés, mais ils pourront jamais revenir en Ukraine, et enfin, ils pourront même certainement pas sortir de Russie parce qu'il y aura toujours certainement un mandat d'arrêt contre eux. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc, il disait, il faut pas que la Russie accepte de les récupérer à ce prix-là, quoi. Il faut que ça serait faire le jeu de Kiev. Il faut faire les choses correctement. Et puis au rayon délire, enfin c'est malheureusement des délires graves, c'est même pas des trucs drôles. C'est que l'Ukraine a décidé de poursuivre plusieurs officiels de la RPD, y compris la ministre des Affaires étrangères et la médiatrice aux droits de l'homme, plus d'autres, qui sont tous des gens qui collectent des preuves sur les crimes de guerre de Kiev. Alors, c'est le procureur général militaire ukrainien Anatoly Matios qui a annoncé que l'Ukraine avait porté plainte contre un certain nombre d'hommes politiques et de militants de l'RPD pour suspicion d'activités illégales. Ah bon. Je veux dire, c'est quoi les activités illégales de notre ministre des Affaires étrangères? Ou de Daria Morozova, notre médiatrice aux droits de l'homme? Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter le délire. Hélas. Ouais, alors, Natalia Nikonorova a fait une déclaration. Elle a dit l'affaire pénale lancée par les autorités de Kiev contre des politiciens et militants de l'RPD recueillant des données sur les crimes de guerre ukrainiens dans le Donbass révèle l'essence du régime ukrainien. Les autorités de Kiev essayent par tous les moyens de dissimuler leurs actions illégales et de faire taire la population. C'est une initiative absurde pour un pays qui s'engage, je mets des gros guillemets, personnellement, en faveur de la démocratie et de l'état de droit. Ah oui, là oui, gros. Fin de citation, voilà. Bon, Natalia Nikonorova est restée quand même très diplomate. Mais le plus dingue, c'est pas ses poursuites légales, c'est la réaction qu'a eu la nouvelle chef de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine, Mathilda Bogner, parce qu'elle était là lors de la conférence de presse avec Matios, celui qui a annoncé ce machin-là, parce qu'elle a sorti que c'était du bon travail. Bon, alors si Natalia Nikonorova, qui est quand même notre ministre des Affaires étrangères, est restée très diplomate, ce qui est son rôle, et a dit espérer que ce commentaire est dû au fait que la Bogner a les nouvelles à ce poste et qu'en gros, elle sait pas trop ce qu'elle raconte. Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l'homme des RPD, a été beaucoup moins gentille. Ouais, ce qui est assez logique, quand même.
Ouais. Elle a dit que le soutien de Mathilda Bogner à cette procédure pénale minait la confiance dans la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine et sabotait les bonnes relations qui avaient été établies après un long travail commun avec celle qui la précédait, Fiona Frazier. Elle a dit, je cite, « Dans sa déclaration, Madame Bogner a approuvé les actions du procureur militaire ukrainien. Elle n'a pas tenu compte de l'influence de sa présence et des commentaires qu'elle a fait au cours de la conférence de presse, comme l'expression du soutien à des actions illégales de l'une des parties au conflit, ce qui constitue une violation flagrante de l'éthique professionnelle et sape la confiance dans l'impartialité et l'indépendance de la mission de surveillance des Nations Unies pour les droits de l'homme. » Oui, je rappelle quand même que les gens qui travaillent dans ces missions-là se doivent de rester neutres. Impartiaux, oui. Impartiaux. Hein. Elle est de quelle nationalité, cette Bogner? Je ne sais pas, mais... américaine, ce qui pourrait expliquer cet aplomb, ce culot, ce positionnement tout à fait inacceptable. Oh, c'est ça, c'est complètement inacceptable. Donc, pour information, c'est la personne qui a repris cette mission des Nations Unies en Ukraine en juillet. Hein. Morozova a dit clairement que là, avec ce qu'elle avait fait, elle est en train de démanteler les relations avec la RPD que Fiona Frazier avait mis beaucoup de temps à établir. Daria Morozova a adressé d'ailleurs une demande officielle à la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, concernant justement les actions et les déclarations de Mathilda Bogner. Elle a dit « Nous insistons pour que l'Organisation des Nations Unies évalue dûment les actions de Madame Bogner et confirme l'impartialité et l'indépendance dans l'exécution du mandat de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies dans le cadre du conflit du Donbass. » On va voir si Madame Bachelet remplit son rôle jusqu'au bout et rappelle à l'ordre sa subordonnée ou pas. Je pense que ça serait peut-être bien qu'elle se montre aussi efficace que concernant les gilets jaunes en France. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a besoin. Si on regarde la situation en Ukraine, alors là, ils nous en ont fait une bonne. Si c'était pas un sujet aussi grave, ça aurait pu partir pendant ce temps-là à Kiev. Mais c'est un sujet trop grave que pour en rire. Parce que là, je veux dire, Zelensky commet connerie sur connerie, là, quand même. Hein. Il a oublié qu'il est président et qu'il fait plus le comique à la télévision ou... Je sais pas, parce que là il a fait un truc quand même hallucinant, puisque donc il s'est rendu avec Netanyahou à Babi Yar. Oui. Et il a rien trouvé de mieux à faire que de scander le salut des collaborateurs ukrainiens des nazis qui, je rappelle, ont participé au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris à Babi Yar. Ah bah oui, à Babi Yar même presque plus qu'ailleurs, hein, je crois. Hein. Ouais. Donc, lui-même, il s'est abaissé à faire ça. Ouais. Ça a été donc ça a attiré des commentaires assez. Parce qu'il est juif hein, quand même. Hein, oui. Non, mais c'est phénoménal. Non, c'est extraordinaire. Donc, ceci dit, en Ukraine, déjà, il faut s'attendre à tout, y compris à ça. Il faut se rappeler quand même que Kolomoïski, qui est son grand bienfaiteur, finançait Azov, hein, l'armement des néo-nazis. Alors que lui-même est aussi juif et israélien. C'est ça. Ouais. Donc ça a attiré des commentaires, bien entendu, pas piqué des hannetons côté RPD, entre autres Vladislav Berdichevski, donc, qui est député au Conseil populaire. Il a dit Zelensky et Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, se sont rendus à Babi Yar, et comme il y a 70 ans, le salut de Bandera y a retenti, donc le fameux gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Utiliser les paroles des bourreaux nazis pour saluer le dirigeant israélien est le comble du cynisme et du manque de respect envers les victimes du nationalisme ukrainien. Ah oui, c'est clair. Non mais c'est... Alors en plus, Zelensky a essayé de noyer le poisson en racontant que l'ampleur de la tragédie de Babi Yar avait été atténuée par l'Union soviétique, alors que c'est pas vrai, puisque comme Berdichevski l'a rappelé, le monument commémoratif du massacre de Babi Yar il a été installé à l'époque de l'Union soviétique. Ouais. Hein, je veux dire, voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Babi Yar, c'est un ravin qui est situé à Kiev. Il y a eu des exécutions de masse qui ont été menées là-bas par les forces allemandes et les collaborateurs ukrainiens locaux. C'est ce qu'on appelle la Shoah par balle. Hein, ça fait partie Shoah par balle, c'est ça. Ouais. C'est la fameuse Shoah par balle. C'est quand même un symbole mondialement connu de l'Holocauste, au même titre que le camp de concentration d'Auschwitz, quand même. Je veux dire, là, ce qu'il a fait, Zelensky, c'est comme si un juif s'était pointé à Auschwitz et avait hurlé un Heil Hitler. Ouais.
c'est pareil. Ceci dit, des sionistes, faut s'attendre à tout, hein, maintenant, malheureusement. Non, mais là c'est du délire. Enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. On atteint quand même, le nombre de victimes tuées à Babillard, selon certaines estimations, pourrait atteindre jusqu'à 200 000 personnes. Ouais. Bon, principalement des juifs, mais pas que. Il y a eu aussi des tziganes, des communistes, des membres du Komsomol, des prisonniers de guerre soviétiques qui ont été abattus, mais c'est principalement des juifs qui ont été abattus là-bas. Ouais. Et puis, pour ceux qui se demandent d'où sort ce truc, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, le gloire à l'Ukraine est apparu pour la première fois dans différentes formations militaires en Ukraine au tout début du XXe siècle. Dans les années 1920, il était largement utilisé par les nationalistes ukrainiens. Et la réponse, le gloire aux héros, lui est apparu dans les années 30, entre autres parmi les membres de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, le fameux OUN, et l'armée des insurgés ukrainiens, donc l'UPA. Et elle est devenue le slogan officiel de l'UNB de Stepan Bandera en avril 41. Donc, comme je vous dis, sortir ça à Babillard, c'est comme un juif qui sortirait un Heil Hitler à Auschwitz. Je pense que, enfin, pour les croyants, je pense que les victimes qui reposent maintenant en paix dans cette ravine, ont dû se retourner d'entendre une horreur pareille, quoi. Enfin, quelque chose d'inacceptable. Là, et c'est pareil, j'ai vu, donc je suis le compte Twitter d'Edouard Dominski, qui est donc un responsable juif ukrainien très important, qui dénonce assez souvent justement la glorification des collaborateurs des nazis ukrainiens par Kiev, etc. Et là, il a signalé, il y a eu dans un cimetière où sont enterrés des juifs qui ont été massacrés par les nationalistes ukrainiens, ils ont érigé un monument à la gloire de ces mêmes nationalistes. Non. Ils ont érigé un monument à la gloire de ceux qui ont assassiné ceux qui sont enterrés là. C'est d'un cynisme. Là, je vous dis, on touche le fond, c'est pas possible. S'ils continuent à creuser, je vais finir par vomir pendant les citrèpes. Ouais. Non. Là, c'est pas acceptable, c'est n'importe quoi. Et l'Europe laisse faire ça. Et il n'y a personne qui dit rien. C'est hallucinant. Vous êtes en train de laisser ces gens réécrire l'histoire. Non, l'Union soviétique, elle n'a jamais minimisé l'Holocauste. Hein. Je rappelle quand même que c'est l'armée rouge qui a libéré Auschwitz, quoi. Ouais. La plupart des camps d'extermination ont été effectivement libérés par l'armée rouge. C'est évident. Je veux dire, l'armée rouge, elle fournit très tôt d'ailleurs un certain nombre de bilans concernant les morts dans les camps de concentration. L'Union soviétique n'a jamais minimisé l'Holocauste. Je veux dire, faut arrêter les bêtises là. Faut arrêter. Et alors pendant ce temps-là à Kiev, non, ils nous en ont fait une bonne, encore une fois. Parce qu'à Kiev, le 23 août, donc hier, c'était le jour du drapeau national. Et donc Zelensky en a profité pour donner des petits titres honorifiques à plusieurs unités de l'armée ukrainienne. Bon, là, elles ont presque toutes reçu le nom d'un chef militaire ou d'un autre. Il y en a un qui a reçu le titre du prince Vladimir le Grand. Il y en a une qui a reçu un titre un petit peu plus exotique, on va dire ça comme ça. La 28e brigade mécanisée a ainsi reçu le titre de chevalier, au pluriel, de la campagne d'hiver. D'accord. Ça a bien fait rigoler sur Twitter. On a eu Vladimir Kornilov, qui est quand même un analyste politique, qui a relayé donc le petit screenshot qu'on va vous montrer à l'instant, hein, avec souligné le fameux titre de chevalier de la campagne d'hiver. Il a fait le commentaire suivant. Il a dit « Je pensais que c'était une blague, mais sur le site du président ukrainien, j'ai eu la confirmation. Zelensky a décerné à une brigade mécanisée le titre de chevalier de la campagne d'hiver. L'armée ukrainienne a donc maintenant officiellement des chevaliers, avec des gros guillemets, mais pour l'instant, seulement pour l'hiver. Apparemment, bientôt apparaîtront aussi ceux pour l'été. Et il a conclu en disant « Seigneur, qu'est-ce qu'il fume là-bas ?» On est beaucoup à se poser la question. Oh ils sont en train de vider les stocks des chocolats magiques à Poroshenko qui n'en a plus besoin, donc... Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont franchement rigolé. Hein. Il y en a même qui ont fait un petit montage photo avec Poutine, on va le montrer, et la fameuse phrase de Game of Thrones, mais en russe, qui est donc l'hiver approche. Ah oui. Ouais. Chevalier de l'hiver. Bon.
en vrai, ça sort pas de nulle part. Hein, ça sort pas de Game of Thrones, même si effectivement, je veux dire, après le passage d'une série comme Game of Thrones, t'évites de faire ce genre de truc, quoi, parce que ça fait vraiment... Chevalier de la campagne d'hiver, ça fait vraiment garde de nuit, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une bouffonnerie, quoi. C'est une bouffonnerie. Voilà, c'est une bouffonnerie. Bon, il y a bien eu, effectivement, il y a eu 2 campagnes d'hiver en Ukraine, une en 1919-1920 et une en octobre-novembre 1921, quand la République populaire ukrainienne, qui était en réalité une république nationaliste, hein, c'était pas une république d'inspiration soviétique, qui était alors à cette époque-là dirigée par Petliura, résistait à l'avancée de l'armée rouge. Bon, vu comment ça s'est fini pour eux, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de donner ce titre à une brigade de l'armée ukrainienne. Je rappelle qu'ils ont été vaincus, que la République populaire ukrainienne a été dissoute et qu'à la place, il y a eu la création de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Oui, bah oui. Non mais c'est ça, c'est dans le cadre de la modification en profondeur de l'histoire de l'Ukraine. Ah, ça s'appelle la réécriture. Voilà, la réécriture. Ça s'appelle la réécriture. Je pense que faut pas s'en étonner, hein, c'est ça. Hein. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas comme la campagne qui a eu lieu en Finlande où effectivement ces actions de guérilla ont effectivement repoussé l'armée soviétique. Oui. C'est-à-dire là, oui, ils ont fait des pertes dans l'armée soviétique, mais au final ils se sont fait latter la gueule. Donc, je veux dire, c'est comme si dans le futur on décernait à je sais pas quelle unité le titre de Kyborg, tu vois, les fameux pseudo super soldats ukrainiens qui se sont fait défoncer la gueule à l'aéroport de Donetsk. Oui. Ils n'existent plus d'ailleurs, non? Parce que je n'entends plus parler de ces cyborgs. Non, ils ont été anéantis. Je veux dire, donc, tu mets pas en avant comme un titre honorifique un truc dans lequel vous avez pris la peignée de vos beaux jours. Ouais. C'est comme si tu nommais une unité française en l'honneur de Waterloo, quoi. Oui. Bah, c'était peut-être la meilleure opération militaire, en fin de compte. Parce que si on met des balles de CO dans la, dans la partie, c'est vrai que... Oui, l'Ovaïsque, hein. Oui, non, mais à un moment, faut arrêter quand même. Hein. Là, faut vraiment arrêter. Arrêter de sniffer la colle, de fumer les chocolats magiques de Poroshenko. Non, arrêtez. Chevalier de la campagne d'hiver. Alors déjà, vos soldats, c'est pas des chevaliers, hein, comme regardez l'information précédente avec ce que Jouravko a sorti. C'est pas des lumières non plus. Hein, c'est ni des lumières ni des chevaliers, c'est des criminels, des trous du cul, des débiles, des alcoolos, des voleurs, des violeurs, des pillards. Je veux dire, ils cumulent tout le panel de la criminalité. Hein, je veux dire, appeler ça des chevaliers déjà. Les meilleurs d'entre eux se sont soit sauvés pour éviter la conscription. Hein, soit ils se sont suicidés parce que ils étaient désespérés de voir l'état dans lequel la situation se trouvait en Donbass. C'est évident. Là, chevalier de la campagne d'hiver. Ah, mais je te dis, pourquoi pas chevalier de Waterloo, hein. Ou pourquoi pas, tiens, pour essayer de jouer l'armée française au niveau campagne merdique, pourquoi pas donner chevalier de la campagne de Russie aussi pendant qu'on y est. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est l'Ukraine. Hein, dans l'armée allemande, chevalier de la campagne du front de l'Est. Ah oui. Hein, pour rester au même rayon. Je veux dire, est-ce qu'à un moment, vous pourriez connecter les 2 neurones qui vous restent dans la tête? Ça serait gentil. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un concours. Hein. Non, il faut arrêter les délires, là. C'est n'importe quoi. Non, si cette brigade se fait anéantir comme ses prédécesseurs illustres de la campagne d'hiver, il ne faudra pas chercher d'où ça vient. Bah oui. Donc là, j'ai pas mis dans le site rep, mais j'ai traduit une très longue interview de Joseph Resch, un détective privé allemand qui a enquêté sur le MH17 pour compte d'un client inconnu, mais qui essaye depuis un bon moment de transmettre ces informations au JIT sans succès.
Donc là, il a refait une tentative il n'y a pas longtemps. Donc on a traduit en anglais et en français l'intégralité de l'interview qu'il a accordée à RIA Novosti. Donc il n'y a pas d'information super importante dedans. L'important, c'est de relayer cette information-là, le fait qu'il a des données à transmettre. Il ne veut pas les transmettre directement à la presse ou à un seul État. Il veut transmettre ça à un groupe de pays, parce que ça a l'air d'être des informations quand même assez sensibles. Donc je peux comprendre qu'il n'a pas envie qu'il y ait après des risques d'accusation, de déformation des données, ou enfin voilà, il faut que ce soit plusieurs pays pour que il y ait quelque part une assurance sur l'intégrité des données qui vont être évaluées. Il veut d'ailleurs que la divulgation soit publique, donc que ce soit fait en présence de la presse. Le JT a jusqu'ici fait la sourde oreille. Donc là, il a refait une tentative. Il a dit clairement que lors de cette interview, si le JT ne réagit toujours pas, à ce moment-là, il envisagera peut-être effectivement de se tourner peut-être vers, par exemple, un couple de pays genre Malaisie-Russie. Donc on va voir. Mais c'est important. Donc, il faut lire cette interview et la relayer. Vous n'allez pas apprendre de trucs extraordinaires dedans, mais il y a quand même des trucs assez troublants quand même dans ce qui lui est arrivé depuis qu'il s'était engagé dans cette enquête-là. Donc c'est assez intéressant. Je vous conseille d'aller le voir. Je vous conseille d'aller voir aussi. J'ai publié aujourd'hui. J'ai relayé la vidéo de Xavier Moreau. Sur le debunking de la des pseudo-preuves de la présence de chars russes dans le Donbass à l'été 2014. Allez voir aussi, c'est très croustillant, vous allez voir. On attend toujours des photos indiscutables. Vous allez voir, c'est épique, les pseudo-preuves qu'on nous sort d'un site. C'est du Bellingcat bis, c'est ni plus ni moins que ça. Avec les mêmes arguments d'ailleurs que Bellingcat, et d'ailleurs certains trucs sont basés sur des données de Bellingcat, donc faut pas trop chercher d'où ça sort. C'est encore une officine servant à raconter de la merde, c'est encore du propagande à Bleitung. Là, ce week-end, c'est les 150 ans de la fondation de la ville de Donetsk, donc je vais essayer peut-être demain d'aller faire des photos lors de toutes les célébrations qu'il y a ici. Oui. Donc 150 ans, hein. Donetsk est une ville assez jeune, plus jeune que d'autres villes de la RPD comme Gorlovka, ville qui a été fondée d'ailleurs par un Anglais, John Hughes. Ouais, Donetsk a été fondée par un Anglais, un industriel, John Hughes, qui a installé la ville pour exploiter le charbon, et puis qui a installé en fait des usines métallurgiques, des aciéries ici. D'ailleurs, au départ, Donetsk s'appelait Yuzovski. D'ailleurs, c'était le premier nom de la ville. Ensuite, elle a été renommée en Stalino. Et ensuite, elle a été nommée Donetsk, qui est son nom actuel. Donc, elle a changé plusieurs fois de nom. Mais donc, aujourd'hui, ce week-end, c'est les 150 ans de la ville. Donc là, il y a pas mal de concerts, de festivités dans la rue, etc. Donc, voilà, c'est une ambiance un petit peu festive, malgré la poursuite des bombardements. J'espère quand même qu'on va arriver à quelque chose avec l'échange de prisonniers, parce que il est vraiment temps que ça se règle, ce truc. Mais bon, quand je vois les sabotages de l'Ukraine, oui, c'est le problème. Il vaut mieux avoir des bonnes surprises en ne s'attendant à rien de positif. Que de s'attendre à ce que ça réussisse et puis se prendre la déception derrière. Mais bon, moi je dis, ça fait tellement longtemps que ça traîne, cette histoire. Là, il modifie les listes, le mec se pointe à la réunion, il est pas prêt, il a pas les infos. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai très peu publié là cette semaine. Ceux de nos auditeurs qui me suivent régulièrement, ne vous inquiétez pas, c'est juste que la traduction de l'interview de Monsieur Reich m'a pris 4 jours. Donc, forcément, pendant ce temps-là, j'ai eu le temps pour rien d'autre. Donc, voilà, désolé. Ça fait 14 pages au format A4 quand même, donc ça fait quand même une sacrée traduction, et elle était très difficile. Oui. Je sais pas si c'est lui qui au départ s'exprime pas forcément très bien, ou si c'est la traduction de l'allemand vers le russe où ça a déconné, mais on a eu vraiment beaucoup de mal. On a été 2 à travailler sur la traduction, collègue sur la version anglaise et moi sur la version française, et franchement on a galéré. On a vraiment eu beaucoup de mal. Donc, mais j'estimais important, parce que des médias comme Sputnik
en anglais et en français n'ont fait que traduire 2-3 petites citations et faire un résumé. Moi je m'en méfie énormément. On a pu voir avec la traduction de Poutine lors de sa visite à Brégançon que s'amuser à résumer des paroles qui peuvent être qui peuvent être très lourdes de conséquences quand on oublie un morceau. On a pu le voir. Je veux dire, ça a fait un scandale médiatique, ce truc. Puisque la traductrice du Kremlin a escamoté une partie du discours de Poutine, je suppose pour vouloir être un petit peu diplomate, mais bon, c'est pas son rôle. Mais résultat, ça a fait un scandale, parce que Russia Today, qui eux avaient leur propre traducteur, eux avaient une traduction qui était bien plus propre, et donc les gens ont cru que les médias français avaient délibérément en fait escamoté les propos de Poutine. Donc, et ça donnait un sens totalement différent à sa phrase. Tu vois, le fait que, ce qu'il disait, c'est qu'il ne voulait pas des morts et des blessés par milliers, comme il y en a depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est pas tant le mouvement des Gilets jaunes en lui-même qu'il ne veut pas, c'est les conséquences, c'est-à-dire les dégradations, les violences, et puis les morts et les blessés. C'était dans ce sens-là. Et là, tu vois, en enlevant un bout de la phrase, tu te retrouves avec un truc complètement différent. Donc moi, ça me gênait un peu que Spoutnik ait résumé les propos de Reich. J'estimais très important que ce soit une traduction fidèle, le plus possible en tout cas, de l'entièreté de l'interview pour que les gens puissent se faire une idée propre. Parce que, avec des résumés et des approximations, c'est comme ça qu'on se trouve après avec des contresens. Oui. Et des gens après qui hurlent à la fake news, alors qu'en fait c'est un problème d'avoir voulu faire un résumé, donc d'avoir escamoté un morceau de phrase qui donnait un sens complètement peut-être différent aux propos qui étaient tenus. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à faire cette traduction. Oui, amusé, oui, si on veut. C'est un peu ironique, mais bon, j'estimais nécessaire de le faire. Donc là, je vais reprendre le rythme de publication normal. Je vais certainement quand même aussi m'accorder quand même quelques jours de repos. Ça fait quand même un an que j'ai pas pris de vacances, donc là je pense quand même qu'il est temps quand même de reprendre quelques jours de repos. J'en ai quand même bien besoin. Pour Olia, on avance bien. On a trouvé des meubles, on a trouvé l'électroménager à un bon prix. Donc là, on attend maintenant la livraison. Ça devrait se faire semaine prochaine. Et donc, on aura enfin réglé ce truc-là. Tu auras une petite vidéo sur Insider pour présenter. Bien sûr, on fera une vidéo. J'ai déjà filmé dans l'appartement une fois vidé par l'ancienne propriétaire. Enfin, elle avait même enlevé les lustres, les plafonniers, etc. Enfin, on a un peu halluciné. Elle a vraiment vidé l'appartement. Donc ça avance bien. Je pense quand même qu'on les fera déménager qu'une fois que la rentrée scolaire aura lieu, le 1er septembre, parce que on va pas, tu vas les faire déménager juste avant la rentrée. Là pour les gamins, ça va être, ça va être casse-gueule. Donc on va sûrement attendre que la rentrée soit passée. On les fait déménager pépère au calme au mois de septembre. Et puis comme ça sera enfin un gros projet bouclé. Oui, il est gros, les gros ce projet-là. Ouais. On a travaillé dessus pendant plus d'un an quand même, presque un an et demi, ouais. Mais c'est toute une famille dont deux malheureux gamins qui avaient perdu leur mère dans des conditions atroces, quoi. Bombardement, et la mère a protégé sa plus petite en se couchant sur elle, en fait. Donc c'est elle qui a pris les shrapnels à la place de sa fille. Ouais. Et donc le fils lui a été blessé, donc il a perdu un œil. Ouais. Vitya. Donc ils ont été adoptés par leur tante, mais elle se retrouve seule avec 5 gamins sur les bras, et sa maison elle a été détruite lors du bombardement. Donc ça devenait vraiment important. Donc voilà, donc ils seront relogés de manière pérenne. On a aussi trouvé un travail pour Olia qui paye mieux que ce qu'elle était payée avant, et puis qui a l'air d'être un peu plus stable, parce que l'autre, il y avait des périodes où elle travaillait pas pendant des semaines, et puis surtout il l'appelait pour travailler. Enfin bon, c'était un peu n'importe quoi. Donc là, on lui a trouvé quelque chose d'un peu plus pérenne, avec un salaire qui est un peu plus correct. Mm-hmm. Donc ça aussi, ça s'arrange. Donc normalement, après ça, sauf pour des besoins ponctuels, peut-être pour des médicaments ou des choses pour les gamins, normalement, elle n'aura plus besoin de notre aide, en tout cas plus de manière régulière. Donc, on va pouvoir passer sur d'autres personnes à aider de manière récurrente. Donc voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine. Je pense que je prendrai déjà peut-être
un ou 2 jours cette semaine et sûrement après, là, une fois que les cérémonies, entre autres, de commémoration de la mort de Zacharchenko auront lieu, etc. Là, je m'accorderai certainement peut-être une semaine de congé parce que j'en ai besoin. Donc, vous inquiétez pas, si vous ne me voyez pas publier, c'est pas que je suis morte, c'est juste que je me repose. Okay. Donc voilà. Donc, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie Christelle pour ton site rep. Je te souhaite également une bonne soirée, une belle soirée et à samedi prochain. Merci. Au revoir.